qu'on a fait tout à l'heure avant de nous lancer. Donc, dans notre application web, donc côté serveur, on a créé un contrôleur, créé une action. Cette action simulait de l'information ici à travers un modèle qu'on aurait techniquement dû récupérer de la base de données. L'information qu'on récupérait de la base de données, ben, on a vu qu'en utilisant un type de retour JSON result et en utilisant le constructeur de la classe JSON, on pouvait passer un objet C# ici qui allait être sérialisé et envoyé à du code et envoyé à notre client ici qui était une application desktop. Je répète, si j'avais eu ici une liste, par exemple, si j'avais eu ici, par exemple, une liste d'élèves, ben, ce qui aurait été sérialisé ici, c'est une liste d'élèves. Mais ici, je n'ai qu'un système de sécurité, un système d'alarme. Donc, ce qui est sérialisé, c'est un système d'alarme. Cette information, on a vu que puisque notre action index est associée à une vue index, ben, quand on avait return view, ben, automatiquement, c'est le code qui avait ici qui s'exécutait. Donc, on avait un tableau avec le nom de la zone et son statut. Mais maintenant que nous avons choisi d'effectuer un JSON result, ben, ce qui apparaît dans notre fichier .cshtml, en fait, on override le code qui est là et c'est une string formatée en JSON qui nous est retournée dans le browser. La même string formatée en JSON qu'on voit apparaître ici dans notre client. Donc, dans le client, on a déclaré un web client qu'on obtient du namespace system.net. On a initialisé notre web client avec la méthode downloadString, puisque du HTML ou du JSON, c'est des strings, mais formatés avec des balises ou un formatage particulier. Donc, on vise le URL de notre action. Donc, localhost, qui est l'adresse du serveur qui est local sur notre machine, le numéro de port que Visual Studio nous donne. Évidemment, il faut ajuster le numéro de port sur votre machine, suivi du nom du contrôleur, suivi du nom de l'action. Donc, ce qui nous retournait une string formatée en JSON. Donc, on a l'exemple de notre précédente exécution juste ici, qu'on a voulu afficher dans la console. Donc, maintenant, ça, c'est la lecture. Moi, j'aimerais être capable de récupérer une information provenant du serveur, mais en fonction d'un paramètre que je lui ai envoyé. Donc, si je voulais seulement récupérer l'information de la zone 1 ou de la zone 2, ou le statut du système d'alarme, est-ce qu'il est armé ou désarmé, ben, j'aimerais que mon code back-end, donc mon application ASP, soit capable d'effectuer une requête paramétrée sur la base de données. Pour effectuer une requête paramétrée sur la base de données et me retourner de l'information, ben, il faut que mon application cliente soit capable d'envoyer des paramètres, des variables URL. Donc, on va aller faire une par post ou par get, mais je vais y aller par post juste pour varier un peu. Donc, revenons au niveau de l'application web. Donc, ce qu'on a mentionné tantôt, c'est que quand on avait return view, c'est le code par défaut de la vue qui s'affichait, donc la table qu'on a générée. Mais que se passe-t-il si on ne déclare pas de vue associée à notre action? Donc, c'est ce que je vais démontrer maintenant avec la méthode post. Donc, je vais faire ceci. Je vais copier. Je vais venir coller. Je vais changer le nom de l'action. Donc, index P, P pour post. Et je vais mettre mes annotations ici, HTTP post. Et moi, ce qui m'intéresse, je vais recevoir une string zone 1. Ouais, voilà. Et une string, vous l'aurez compris, zone 2. Et pour aller rapidement, laissez-moi copier
tout ce gentil beau monde. CTRL-C, CTRL-V, ici, et je vais changer le 2 pour 3 et évidemment le 3 pour 4. Et on pourrait faire comme, quelque chose comme ceci, update, on pourrait créer une fonction update system status in DB. Donc, et je lui passerai à ls. Ça va? Donc, cette méthode-là, évidemment, elle n'existe pas. Je vais demander Android Studio de me créer son squelette. Voilà, son squelette est créé à Visual Studio, excusez-moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Okay, reprenons. Donc, j'ai dit generate méthode. Voilà. Elle est générée, elle est juste ça. Donc, c'est là-dedans qu'on viendrait mettre le code ADO, le code link ou le code entity pour mettre à jour la base de données avec les informations reçues ici. Donc, évidemment, ici, ce serait un zone 1. Ici, ce serait un zone 2. Ici, un zone 3. Et ici, un zone 4. Ça va? Donc, si on vise l'action index P en lui envoyant des variables URL, donc la variable URL est zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, qui peuvent respectivement contenir les strings on ou off, on prend ces informations pour initialiser un objet de type alarme et on se... qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, je ne veux pas que ça me retourne quelque chose. Hein. Et on se crée une méthode ici, une méthode qui fait quoi? Qui insère, ou plutôt qui fait un update des différents champs Z1, Z2, Z3 et Z4 de notre objet dans la base de données. Ben, et voilà, on a une application cliente qui est capable d'envoyer des informations au serveur qui, lui, les insère dans la base de données. Et le Raspberry Pi, de son côté, pourrait à une certaine fréquence aller lire les informations qui sont dans les différents champs et utiliser ces nouvelles valeurs pour mettre à jour son état. Au lieu d'avoir zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4 ici, j'aurais pu dire statut. Quand statut est à on, ça veut dire que je veux armer le système. Quand statut est à off, ça veut dire que je veux désarmer le système. Donc, à travers une application desktop qui roule en Chine, je serai capable de contrôler l'activation et la désactivation de mon système de sécurité qui, lui, est en Australie, par exemple. Donc, je vais enlever l'exception. Je vais enlever, mettre en commentaire. Oups. Je vais mettre en commentaire ceci, sinon ça va nous retourner une exception. Et maintenant, allons voir comment côté client, on peut envoyer ces fameuses variables URL. Donc, je vais, vous savez quoi, avant de continuer, vérifions ce que ça fait, cette histoire-ci. Remarquez que pour la méthode indexP, je n'ai pas généré de vue. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur index.cshtml, je vais lancer mon application. Non, je ne peux pas faire ça. Si j'essaie de donner le chemin directement, si j'essaie de donner directement le chemin qui pointe vers index P, ça va planter. Pourquoi? Parce que c'est une méthode post, donc je dois donner les variables URL ici. Donc, on va aller au niveau de notre client, l'application desktop, et on va rajouter dans un nouveau bouton. Donc, je vais aller ici sur l'interface usager.
toolbox, bouton. Je vais venir placer mon deuxième bouton juste ici. Et dans ce bouton, ben, on va rajouter le code. On a déjà un web client qui est initialisé, donc on va garder le web client, mais on va travailler comme ceci. Je vais déclarer une string qui va être le URI. Donc, on a vu que ce qu'était un URI quand on a parlé de download string async. Donc, un URI pour Unified Resource Indicator est la forme générale d'un URL. Un URL, c'est spécifique à une adresse email, alors qu'un URI, ça peut décrire n'importe quel chemin. Un chemin d'un répertoire sur votre ordinateur, une adresse email, etc. Donc, moi, ce que je vise présentement, en fait, je vise ceci, mais avec un petit P à la fin. Donc, oups. Donc, collons ceci, mais venons ouvrir les guillemets et fermer les guillemets. Donc, c'est le URI que je vise. C'est l'adresse que je vise. Excusez-moi, j'ai oublié mon petit P ici. Et j'avais mis un P majuscule ou P minuscule. Allons voir dans notre serveur. C'est un P majuscule. Donc, j'ai mon URI. Maintenant, je vais créer une string que je vais appeler, tiens, param. Param, ce qui va représenter quoi? Les variables URL que je veux envoyer. Donc, mon premier paramètre, n'oubliez pas, les paramètres doivent avoir exactement le même orthographe que ce qu'on a donné ici. Donc, zone 1 égale, mettons la zone 1 on. Et pour le paramètre suivant, donc zone 2 égale off et zone 3 égale off et la dernière, mais non la moindre, zone 4 égale off encore une fois. Donc, param, c'est un mot-clé C#. Donc, allons-y avec mes params. Voilà, c'est réglé. Donc, voici les variables URL qui vont être postées à cette ressource, à ce script, à cette action dans mon contrôleur. Donc, maintenant, il faut que je spécifie que je me prépare à poster de l'information. Donc, dans le protocole HTTP, on a une en-tête. On a une en-tête qui dit quelle est la méthode qui va être utilisée pour soumettre de l'information. Donc, je vais faire ici un this.webClient. Et mon web client, on a ici, entre crochets, on peut aller attaquer plusieurs de ces paramètres. Donc, on a un paramètre H. Laissez-moi me souvenir, j'ai un petit blanc. HTTP. Oui, quand j'aimerais que l'autocomplétion m'aide, elle ne m'aide pas. HTTP. Voilà, HTTP request header, donc l'entête de notre requête, point content type. Rappelez-vous que quand vous voulez, par exemple, uploader une image ou un fichier, ben vous devez changer le type de données qui est traité par votre formulaire. Donc, de la même façon, quand on veut envoyer une requête de type POST en utilisant le web client, on doit lui spécifier le type d'information qui va transiger à travers le réseau. Donc, je l'avais écrit à l'avance dans mon fichier texte pour ne pas faire d'erreur ici. Et ça, il n'aime pas ça parce que ça doit être une string si je ne me trompe pas. Et je me trompe probablement.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de pas correct ici? Donnez-moi une seconde. HTTP. HTTP request header. OK, regardons l'autocomplétion. Cannot apply index to an expression of web client. Ouais. Hein. Ah, d'accord. Donc, c'est point header. Ah, ah, voilà. Donc, this.webClient.headers, on spécifie le paramètre de headers qu'on veut contrôler, c'est le content type, donc le type d'information qu'on veut faire véhiculer à travers notre requête. Donc, c'est des variables URL encodées. Donc, les variables postées sont encodées, alors que les variables qu'on envoie par get sont juste à poser à la suite de notre URL. Donc, maintenant que ça c'est fait, il faut envoyer l'information et obtenir un résultat. Donc, string, je vais appeler ça res pour résultat, égale, et on va y aller avec notre web client, encore une fois, point, et cette fois-ci, au lieu de download string, on envoie de l'information. Donc, ça va être un upload string. Donc, upload string. Évidemment, on a upload string async aussi. Upload data, c'est si je voulais uploader une photo, une image, une vidéo. Donc, ce sont des données binaires pures. Donc, upload string. Et on va spécifier le URI. J'ai écrit où, non? On va spécifier le URI, donc le URI qu'on a défini ici tout à l'heure, et on va spécifier les paramètres envoyés à ce fameux URI. Donc, si tout va bien dans le meilleur des mondes, mes chers amis, je vais mettre un point d'arrêt juste ici. On va lancer l'application serveur web, donc notre code backend qui est juste ici. Voilà. Dans lequel je vais aussi prendre la peine de mettre un point d'arrêt juste là. Donc, je vais aller sur index, puisque pour la méthode indexR, on n'a pas mis de vue, donc je ne suis pas capable de la lancer. Donc, je commence sur index en voulant dire que mon serveur, il est là, il roule. Il attend que on lui envoie une requête. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est normal, il fallait s'y attendre. Je vais aller dans mon application cliente. Et dans mon application cliente, pour que ceci puisse marcher correctement, on prend pour acquis que notre web client est déjà initialisé. Or, j'initialise mon web client dans le premier bouton. Donc, je vais quand même exécuter. Oups. Donc, je lance mon application. Je vais quand même exécuter notre premier bouton. Donc, on voit que l'information s'affiche toujours dans ma console. Ensuite, on retourne à l'interface usager. J'appuie sur le deuxième bouton. Aucune explosion jusque-là. Donc, c'est quand la ligne 40 va être exécutée qu'on devrait normalement faire un appel à la méthode, à l'action indexP. Donc, regardez ce qui va se passer ici dans ma barre de tâches. Quand j'exécute, boum, ça m'a amené où? Ça m'a amené dans l'application web directement. Et j'ai reçu on, j'ai reçu off, j'ai reçu off et j'ai reçu off que je mets dans un objet et cet objet serait passé en paramètre à ma méthode ici qui ferait soit en ADO.NET, en Link2SQL ou en Entity Framework la mise à jour de ma table dans ma base de données. Ici, ce que je fais? Je retourne tout simplement l'information à mon application desktop. Pourquoi? Pour montrer que si au lieu de faire un update ici, j'avais plutôt fait un select,
paramétrer par rapport à l'information que je reçois, ben, je pourrais retourner ici à mon application client sous forme de JSON, ben, les résultats de la requête paramétrée. Donc, quand j'exécute, regardez, voilà. Oups. Voilà. Donc, si je retourne dans mon application desktop, j'ai dit dans mon application desktop, je suis dans mon application desktop. Donc, on est rendu ici. Pourquoi? Ben parce qu'on a reçu là, le, ouais, 13. Donnez-moi 2 secondes. OK, Rez. Je fais quoi? Est-ce que... Donnez-moi une petite seconde. Ça a bugué, ça n'a pas bugué. OK, je vais refaire ça. OK. Donc, restons ici. Je vais step out, sauter par-dessus. Bon, ça ne veut pas sauter par-dessus, c'est pas grave. Donc, allons-y, allons-y. OK. On voit qu'on est revenu au niveau de notre application desktop qui a fini de s'exécuter. Et donc, ça a fini de s'exécuter. C'est pour ça que ben, ma variable ici, elle est assignée, ben, ce qui n'est pas nécessaire puisque unnecessary assignment of res. Donc, je n'avais pas besoin de l'assigner ici. Je n'avais pas besoin de récupérer de l'information ici. Bref, on voit comment, avec ce petit exemple, on est capable de notre application desktop ici, mais aussi mobile, parce que c'est la même classe web client qu'on utilise en Xamarin. On voit comment on aurait été capable d'envoyer de l'information à un script ASP MVC côté serveur. C'est pas différent. Mon application desktop C# aurait pu envoyer de l'information par post à une application ASP Webform aussi, ou une application Node, ou une application PHP avec exactement la même syntaxe dans mon application C#. Tout ce qui allait changer, c'est la manière dont on récupère cette information côté serveur. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais sauvegarder. Je vais fermer cette application. Je vais arrêter l'exécution de celle-ci. Je vais fermer l'application. Je vais compresser les deux. Donc, client ici, on compresse. Serveur ici, on compresse. Okay, serveur un peu plus lourd, parfait. Et donc, la modification que vous avez à faire, évidemment, c'est changer les URL. Et le nom, pardon, la modification que vous avez à faire sur votre machine, ça va être changer le numéro du port en réalité, puisque quand vous allez exécuter le projet sur votre machine, ben, vous avez un serveur AES différent du mien, donc il va vous attribuer un numéro de port différent. Donc, ce que je vais faire ici, sur notre équipe qui est juste là, je vais venir juste ici dans la réunion d'aujourd'hui, c'est là qu'on est, ajouter les deux fichiers sur lesquels on vient de travailler. Donc, soit client form et descendons tout de suite server.
Parfait. Open. Donc, laissons le téléchargement se terminer. OK, c'est fait. Donc, maintenant, pour être sûr qu'on a bien compris ce qui s'est passé là, moi, je vous ai donné une application dans laquelle je triche, entre guillemets, comme je dis, où les informations que je récupère lorsque je fais le getString, ben, c'est des informations qui viennent directement d'un objet que j'ai créé, moi-même. Donc, vous pouvez modifier le code que je viens de faire ici pour qu'il vise plutôt pour que dans ma première action index, ben, rajouter le code comme exercice pour qu'on puisse aller récupérer dans une base de données locale, dans une base de données SQL Server, ben, les fameuses informations du système de sécurité et les renvoyer à l'application C# qui les affiche. Et même principe, dans votre application C#, et quand je dis C# desktop, je veux dire, vous pouvez le faire en desktop ou vous pouvez rajouter ce qu'on vient de faire dans l'application mobile. Ça change rien puisque dans le labo, on avait le mobile et on avait le desktop comme option. Donc là, on peut se créer un petit formulaire en réalité qui nous permet de, pour chacune des zones, si on veut, ben, de spécifier est-ce qu'elle est on ou est-ce qu'elle est off et envoyer ces informations-là de notre application mobile ou desktop à notre script côté serveur qui, lui, va faire un update dans la base de données. Ça va? Donc, ça, c'est un premier exercice que j'aimerais que vous fassiez suite à la démonstration qu'on vient de faire ici. Deuxième exercice, donc, on s'est amusé avec les diagrammes de séquence au dernier cours. J'ai expliqué le diagramme de séquence qui allait avec l'application de socket et server socket, donc ma calculatrice réseau. Les deux applications s'envoient tout simplement des bytes. Pas des bytes, mais des integers. Donc, j'aimerais que vous preniez ces deux applications et que vous les modifiez. Le but de vous faire le diagramme de séquence, c'était de s'assurer qu'on comprend bien comment l'application serveur fonctionne. Ça, on l'expliquait ensemble. Je vous ai demandé de faire le diagramme de séquence pour m'assurer que tout le monde passe à travers l'application client. Donc, ce que j'aimerais que vous apportez comme modification à ces deux applications, c'est que vous les modifiez de telle sorte que, au lieu de s'envoyer des integers, ça va, le client envoie un integer qui est multiplié et retourné, ben, moi, j'aimerais que les applications s'envoient plutôt, excusez-moi, que le client envoie plutôt au serveur un tableau de bytes, un tableau de 2 bytes. Le premier byte correspond à la zone et le deuxième byte correspond au statut de la zone. Donc, si j'envoie 1 et 0, ça veut dire que la zone 1 est off. Si j'envoie 1 et 1, ça veut dire que la zone 1 est on. Ça va? En fait, j'ai dit un tableau de 2 bytes, excusez-moi. C'est plutôt un tableau de 8 bytes. Donc, le premier byte, c'est... Excusez-moi. Donnez-moi une petite seconde. Je suis en train de m'étouffer ici. Pardon. Donc, je veux que vous modifiez l'application client pour qu'elle envoie, au lieu d'un integer, pour qu'elle envoie un tableau de 4 bytes au serveur. Le premier byte contient 1 ou 0, qui signifie que la zone 1 est on ou off. Le deuxième byte, 1 ou 0. Le troisième byte, 1 ou 0. Le quatrième byte, 1 ou 0. Donc, respectivement, l'état des zones 1 à 4. Le serveur reçoit ces informations et renvoie quoi au client? Renvoie une string qui dit zone 1 on ou zone 1 off, virgule.
zone de on ou zone de off, etc., etc. Tout le monde a compris l'idée des deux exercices d'aujourd'hui? Donc, j'ai Honor qui m'a répondu. Les autres, vous êtes en vacances. Tout le monde a compris le but des deux exercices d'aujourd'hui? Oui. Parfait. Donc, l'exercice basé sur la démo que je viens de faire entre une application desktop et du ASP.MVC. Et ensuite, ben, on reprend les deux applications client et serveur qu'on a vues plus tôt en début de semaine. Si vous n'avez pas fait le diagramme de séquence, ben, ça va vous prendre le diagramme de séquence du client pour être capable de faire la modification que je demande. Et je la demande pourquoi? Ben, parce que je commence à vous connaître. Je suis pas mal sûr que on n'est pas en classe en présentiel, donc je suis pas mal sûr que la majorité n'ont pas fait leur diagramme de séquence. Et je ne vais pas m'amuser à prendre le temps de donner sa solution complète ben, si vous n'avez pas fait l'exercice. Mais en faisant la modification que je viens de demander, vous allez être obligé de le faire de toute façon pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, je veux qu'on modifie et les clients et le serveur pour que les deux s'échangent un tableau de 4 bytes. Le client met les valeurs 1 ou 0 dans chaque byte et le serveur, en récupérant ces valeurs, ben, va retourner une string qui décrit l'état du système au client et le client affiche cette string dans l'interface. Donc, on va être en présentiel mardi et ben, je vais vérifier ces deux exercices avant d'attaquer quoi? Avant d'attaquer la programmation réseau multithread, donc pour laquelle on va utiliser les deux démos qui se trouvent ici là pour faire notre présentation. Donc, ce que je vais faire, on a utilisé un peu plus de la moitié du cours. Je vais stopper l'enregistrement et je vais passer en support pour ces exercices. Pour la balance du cours et ceux d'entre vous qui auraient déjà fait leur diagramme de séquence pour l'application client qui se trouvait dans la démo ici qu'on a regardé en début de semaine, ben, je vous invite, si le diagramme est fait, à me contacter par chat privé ben, si vous voulez que je le regarde et que je le valide avec vous. Mais diagramme de séquence est quelque chose dont on a parlé, qu'on demande de pratiquer. Si vous ne le faites pas pour avoir mon feedback, ben, c'est pas à l'examen, quand je vais vous en demander un petit, que vous allez pouvoir avoir mon feedback. Ce sera trop tard. Donc, faites l'exercice pour avoir un feedback intéressant. De toute façon, c'est pas là pour vous déranger. On le fait parce que c'est quelque chose qui est demandé en entreprise. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, qui ne dit rien consent. Donc, je suppose que... Excuse-moi, Fernand. Oui. Sur le labo, juste pour bien comprendre, c'est le labo 1 qu'on doit prendre, puis on le connecte avec les trucs là. J'ai jamais parlé du labo 1, une seule fois depuis aujourd'hui. J'ai dit, on a deux exercices à faire. Je viens de vous déposer sur Teams. Je viens de vous déposer ici sur Teams mon client Windows Form que j'ai développé avec vous et mon serveur ASP.MVC que j'ai développé avec vous. Donc, j'ai dit que ce que je veux que vous fassiez comme modification dedans, c'est que le serveur ici, ben, je veux que vous créez une base de données SQL Server sur votre ordinateur, ben, avec un champ zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, et mettez-y des informations par défaut. Donc, notre client, quand on va appuyer sur le premier bouton, il va être capable de récupérer ces informations et d'afficher le statut du système de sécurité à l'écran. Ensuite, on a montré comment dans le client faire un post en envoyant des valeurs. Donc, on peut faire quoi? On peut se créer un petit formulaire dans notre, on peut se créer un petit formulaire dans notre application qui permet de rentrer le statut de chacune des zones on ou off et l'envoyer à notre application serveur qui va être en mesure de faire quoi? De faire une mise à jour dans la base de données.
On peut faire ça dans l'application desktop, mais le même code peut aussi être utilisé dans votre application Xamarin. Ça va? Donc, ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, on a expliqué au dernier cours, et c'est dans le canal cours 4. Donc, dans le dossier ici, Socket Démo 1, on a deux projets Java. On a un projet qui est un client et on a un projet qui est un serveur Java, desktop, tous les deux, des applications console. Le client demande dans la console de donner une valeur, l'envoie au serveur, le serveur la multiplie par 10 et retourne le résultat. Je vous ai demandé en début de semaine de faire le diagramme de séquence du client parce qu'on a regardé ensemble le diagramme de séquence du serveur. Donc, après avoir fait le diagramme de séquence du client, la modification que je vous demande de faire au client et au serveur, c'est qu'au lieu que le client envoie un integer, que le serveur modifie par 10 et retourne pour que les clients l'affichent, je vous dis que je veux que le client envoie plutôt un tableau de 4 bytes au serveur. Chaque byte doit avoir la valeur 1 ou 0. Le serveur récupère ce tableau de bytes, lit ce qui est à l'intérieur, et si le byte 1 contient 0, ben, le serveur va mettre dans une string zone 1 off. Si le byte 1 contient 1, le serveur va mettre dans une string zone 1 on. Donc, le serveur va construire une string qui décrit l'état du serveur, va renvoyer ça au client qui va l'afficher. Donc, l'application fait grosso modo presque la même chose. La modification fait presque la même chose que je vous ai, moi, donné comme code, sauf que moi, on s'est changé des integers. Là, je veux que vous envoyez un tableau de bytes et le serveur va répondre avec une string qui décrit l'état du système d'après le tableau de bytes. C'est les deux exercices que j'ai demandé. Et mardi, je vais vérifier, si vous avez fait votre diagramme de séquence avant de donner ma solution pour le diagramme de séquence, et 2, si vous avez fait des exercices. Parce que je trouve que trop souvent, on donne des exercices et vous ne les faites pas. Ça répond à la question, Barry? Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, je stoppe l'enregistrement. C'est stoppé. Et